Pablo Picasso. Rien que le nom, ça évoque le génie, la révolution artistique, bref, une figure absolument titanesque du XXe siècle. Mais voilà, derrière l'artiste le plus célèbre de son temps se cache une personnalité, disons, complexe, souvent brutale même. Aujourd'hui, on va explorer les deux facettes de Picasso, le créateur de génie et l'homme beaucoup plus controversé. Pour bien prendre la mesure du personnage, on va commencer par ce chiffre. 50 000. Près de 50 000 œuvres. Des peintures, des sculptures, des céramiques, des dessins. C'est une production tellement colossale que ça défie l'imagination. Et à elle seule, elle a suffi à redéfinir complètement l'art moderne. Et c'est bien ça, toute la question. Parce que si son œuvre est célébrée dans le monde entier, l'homme, lui, est bien plus sombre. Pour vraiment comprendre l'artiste, il faut oser regarder l'homme dans toute sa complexité. Allez, c'est parti, on plonge là-dedans. Bon, tout commence dans le sud de l'Espagne. Et là, le talent de Picasso éclate au grand jour, d'une manière quasi surnaturelle. Ses premières années, c'est un mélange de dons à l'état pur, de formation académique qu'il va très vite rejeter, et de drame personnel. Alors regardons cette chronologie d'un peu plus près. Il est fils de peintre et il réalise sa toute première toile à seulement 8 ans. Mais le plus fascinant, c'est la suite. D'abord un drame familial, la mort de sa sœur qui va le marquer à vie. Et puis cet exploit. Il réussit l'examen d'entrée aux Beaux-Arts en une seule journée, là où les autres candidats avaient un mois entier. Le prodige est déjà là, c'est clair, mais il va très vite rejeter tout cet enseignement. Cette phrase, elle dit tout. Ça illustre parfaitement sa rupture. Après avoir à peine goûté à l'académisme, il préfère la vie brute, la vie réelle, celle des paysans. Pour lui, la vraie connaissance, elle n'est pas dans les écoles, mais dans l'expérience du monde. C'est vraiment le début d'un cheminement qui sera absolument unique. On va voir maintenant comment sa vie personnelle va directement nourrir ses plus grandes révolutions artistiques. Chez Picasso, c'est simple. Chaque grand changement de style est intimement lié à un événement, une rencontre, un amour ou une douleur. L'un ne va pas sans l'autre. Prenons la période bleue, sa première grande signature. Ce n'est pas juste un choix esthétique, non. Elle est née d'un deuil. Le suicide de son meilleur ami le plonge dans une mélancolie profonde. Du coup, la toile se teint de bleu et ses sujets deviennent les pauvres, les exclus, les aveugles. Son art devient littéralement le réceptacle de sa douleur. Et puis, tout change. Il arrive à Paris, au bateau Lavoir, il rencontre sa première grande compagne, Fernande Olivier, et la vie reprend des couleurs. C'est à prendre au sens propre. Le bleu glacial laisse place à des teintes ocre, rose. Les thèmes s'adoucissent avec l'univers du cirque, les arlequins, les saltimbanques. Nouvelle vie, nouvelle palette. C'est aussi simple que ça. Et là arrive un véritable tremblement de terre, le cubisme. Avec son complice, Georges Braque, il fait voler en éclats des siècles de perspectives. L'idée est complètement folle pour l'époque, montrer un objet sous tous ses angles en même temps, le décomposer pour en révéler l'essence. Et l'œuvre qui lance tout ça, Les Demoiselles d'Avignon, est un choc tellement violent qu'elle va changer à jamais le cours de l'histoire de l'art. Mais Picasso, ce n'est pas seulement un révolutionnaire des formes. Face aux tragédies de son siècle, l'homme et l'artiste prennent clairement position. Et son art, eh bien, il devient une arme. Le contexte est absolument crucial. On est en pleine guerre civile espagnole. L'aviation nazie, qui est l'allié de Franco, rase la petite ville de Guernica. C'est un massacre de civils, une barbarie moderne qui horrifie le monde entier. Et c'est cet événement qui va pousser Picasso à créer son œuvre la plus universelle. Ses propres mots sont sans équivoque. Guernica, ce n'est pas une simple toile. C'est un acte de résistance, un cri de colère, un cri de douleur contre la tyrannie. Il conçoit son art comme un véritable outil de combat politique direct et incroyablement puissant. Ah, cette anecdote, Picasso lui-même disait qu'elle était à peu près vraie. Mais elle est devenue légendaire. Pendant l'occupation à Paris, il aurait eu ce dialogue cinglant avec un officier allemand. Qu'elle soit vraie ou non, elle illustre parfaitement son esprit de défi et la puissance symbolique que son œuvre avait déjà à l'époque. Bon, maintenant, il faut qu'on aborde la partie la plus trouble de sa biographie, celle qui forge la légende du monstre. On va parler de ses relations avec les femmes, qu'il voyait à la fois comme des déesses à adorer et comme des proies à dévorer. Un peu à l'image du Minotaure, cette créature mi-homme, mi-taureau qui hante toute son œuvre. Voilà, 7 femmes ont principalement marqué sa vie et son art. Chacune est associée à une période créatrice, servant de muse, de modèle, de compagne, mais la relation était souvent destructrice, et le passage de Picasso dans leur vie a laissé des cicatrices indélébiles. Cette citation, c'est Françoise Gillot qui la rapporte, l'une des rares à l'avoir quittée. Et elle est glaçante. Elle résume une vision binaire, brutale. Soit une déesse, soit un paillasson. Il n'y avait pas de place pour un rapport d'égal à égal. Et c'est la clé, vraiment, pour comprendre les accusations de misogynie qui pèsent sur lui aujourd'hui. Le point crucial, il est là, dans ce contraste saisissant. D'un côté, on a le génie absolu, celui qui a libéré la peinture de ses chaînes. Et de l'autre,
l'homme tyrannique, dont les paroles et les actes ont causé une souffrance immense. C'est cette dualité qui rend le personnage à la fois si fascinant et si dérangeant. Et les conséquences de cette personnalité, elles sont concrètes et elles sont tragiques. La liste est terrible. 2 des femmes de sa vie se suicident après sa mort. Son fils meurt d'alcoolisme. Son petit-fils se donne la mort parce que sa veuve, Jacqueline, lui a interdit d'assister aux funérailles. C'est un sillage de drames qui entoure son héritage. La mort de Picasso, loin de clore le chapitre, va ouvrir une nouvelle ère de chaos, un chaos à la fois familial et patrimonial, qui est en fait à la hauteur du personnage. Pas de testament. Pour un homme qui a produit autant, qui a accumulé une telle fortune, c'est presque une dernière provocation. Résultat, une bataille juridique titanesque entre ses héritiers, enfants légitimes, illégitimes, pour se partager ce qu'on a appelé l'héritage du siècle. Et voilà le montant de la succession, évalué en 1977, 1,4 milliard de francs de l'époque, un chiffre vertigineux qui donne une petite idée de l'enjeu financier, bien au-delà de l'enjeu artistique. C'était le partage d'un véritable empire. Et pourtant, de ce chaos successoral est née une chose extraordinaire, la dation. Pour payer des droits de succession astronomiques, les héritiers ont cédé des milliers d'œuvres à l'État français. C'est ce mécanisme qui a permis la création du musée Picasso à Paris, qui abrite aujourd'hui la plus grande collection publique de ses œuvres au monde. Une solution géniale, en fait, née d'un problème immense. Picasso l'avait prédit lui-même. Il savait très bien que sa disparition provoquerait un raz-de-marée. Cette phrase, qui est presque prophétique, résume parfaitement le chaos qu'il a laissé derrière lui. Autant pour sa famille que pour le monde de l'art, qui a dû apprendre à vivre sans son soleil noir. Et voilà, on est revenu à notre point de départ. Face à l'œuvre révolutionnaire d'un côté et à l'homme destructeur de l'autre, la question reste entière, et elle est plus pertinente que jamais. Est-ce qu'il faut les dissocier pour admirer le génie, ou est-ce que l'un éclaire l'autre d'une lumière crue, mais peut-être indispensable ? La question, elle, reste ouverte.